et qui fait un focus sur la période toute récente. Mais vous voyez, la bosse du milieu, c'est bien pour toute une série d'indicateurs, mais qui disent tous la même chose. C'est désorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales qui se traduit par des tensions extrêmes sur le prix du fret. 2023, c'est une année de décélération en règle générale. Donc ça, c'est plutôt de nature à ralentir ou à atténuer l'impact des tensions inflationnistes externes. Le bémol, c'est que sur la période toute récente, là, en mettant la couverture de l'indicateur, des indicateurs jusqu'au début de 2024, sur la période récente, on voit des tensions, une petite résurgence de tensions, pas à la hauteur de ce qu'on a connu en 2021-2022, mais c'est un point d'attention, notamment en lien avec les tensions qui a eu lieu en mer Rouge. Donc ça, ce sont deux facteurs d'importance pour les économies d'outre-mer, plutôt globalement dans le sens d'une atténuation de l'inflation importée. Mais s'agissant des territoires d'outre-mer, ce n'est pas tout. En fait, quand on les passe tous en revue, on fait le constat que chacun a été frappé par toute une série de chocs, plus ou moins nombreux, ça varie selon le territoire. Je parlais de chocs idiosyncratiques propres à chaque territoire. Parfois, ces chocs se produisent en même temps sur plusieurs territoires. L'exemple typique, c'est la faillite, la raid des Antilles qui frappe à la fois la Guyane, la Guadeloupe et aussi la Martinique, même si ça n'est pas indiqué sur la diapo. Vous avez, c'est aussi un caractéristique commune des territoires, le reflet de leur exposition au risque météorologique, au risque cyclonique. Certains territoires ont leur lot, plus récemment la Réunion. Bon, des situations de tension dans le secteur productif, des grèves, on en trouve un peu partout. La situation de Mayotte, évidemment, bien documentée, mais tout ça, ça doit être pris en compte dans la façon dont on apprécie l'évolution de l'activité économique dans les territoires. Et évidemment, la situation de la Nouvelle-Calédonie en lien avec l'évolution du secteur du nickel doit être également particulièrement mise en exergue. Wallis et Futuna, à une plus petite échelle, a eu son lot de déboires en 2023 également. Donc au total, vous avez toute une série de chocs que je qualifierais de chocs d'offres, plutôt négatifs, voire très négatifs, qui vont affecter la dynamique de l'activité dans les territoires et s'ajouter au contexte international. Partant, ce que nous allons vous proposer dans la suite de l'exposé, ce sont trois choses. Stéphane va préciser ce qu'on en déduit pour la dynamique des secteurs des ménages et des entreprises, comment ces secteurs se sont comportés en 2023 dans ce contexte international et local. Et puis, je terminerai en extrapolant un peu sur l'année 2024 pour donner un éclairage de la façon dont l'année 2024 pourrait se dérouler. Et aussi en faisant un lien avec des évolutions de nature plus structurelle qui paraissent nécessaires si on veut, et ça c'est la deuxième partie du titre de la présentation, aller vers ce que nous avons appelé un chemin de croissance durable. Je vous laisse. Très bien. Sur l'impact de l'année 2023 sur les ménages, tout d'abord, le premier élément est relatif à la lutte contre l'inflation. C'était l'élément majeur de l'année 2022, celui qui a déclenché une politique monétaire des banques centrales visant à entamer un processus de lutte contre l'inflation et à ramener le niveau de l'inflation vers la cible. Au niveau de la BCE, c'est une cible à 2% d'inflation. On était bien au-delà en 2022, d'où la remontée des taux d'intérêt.
Cette lutte contre l'inflation porte ses fruits, tant dans l'Hexagone qu'en Outre-mer. On est sur une pente descendante de l'inflation. On arrive à un niveau moyen dans les géographies d'outre-mer, entre 2,5 et 3,5%. C'est variable selon les géographies, mais on est à des rythmes en glissement annuel nettement inférieurs au rythme que l'on pouvait enregistrer en fin d'année précédente. Le processus n'est pas encore achevé, l'inflation n'est pas encore revenue vers sa cible de 2%. Quand on regarde les différentes composantes de l'inflation, on a eu en 2023 une inflation alimentaire moyenne qui a été de l'ordre de 8 à 10% selon les différentes géographies et qui reste une composante relativement importante de l'inflation. En revanche, on a une décrue très nette de l'inflation liée à l'énergie, une décrue également de l'inflation sur les produits manufacturés, et on a, c'est le dernier élément, sur les services, une décrue qui est amorcée, mais c'est le dernier secteur qui connaît traditionnellement l'impact puisqu'il est le réceptacle de tous les autres également. C'est vrai dans l'ensemble des géographies, y compris dans les collectivités du Pacifique, où on a même un niveau d'inflation qui est compris entre 0 et 1% sur l'ensemble de l'année 2024. Au-delà de l'inflation et de la lutte contre l'inflation, les banques centrales ont remonté les taux d'intérêt pour essayer de contenir cette inflation, et ça s'est traduit naturellement sur une augmentation du coût du crédit aux ménages, tant sur le coût du crédit à court terme pour la consommation que le coût du crédit à moyen long terme pour l'habitat. Donc, c'est une évolution logique de la remontée des taux directeurs des banques centrales. Ce qu'on peut observer, c'est que cette évolution, elle n'est pas propre aux Outre-mer, elle est générale sur l'ensemble du territoire national, et on peut observer également une assez grande convergence des taux d'intérêt pratiqués pour les ménages, tant sur les crédits court terme que sur l'habitat, entre l'ensemble des géographies. Il y avoir des petites variations, ce qui est le cas par exemple en Nouvelle-Calédonie, mais pour des raisons qui sont propres également à ce territoire. Cette enquête sur le coût du crédit, elle est réalisée auprès des établissements bancaires qui sont installés localement. S'agissant de la consommation des ménages, nous avons approché cette consommation des ménages à travers cet indicateur qui est une mesure des paiements cumulés par carte bancaire sur l'ensemble des territoires ultramarins de la zone euro comme de la zone franc-pacifique. Et nous les avons agrégés et comparé cette évolution des paiements par carte bancaire à l'évolution des paiements par carte bancaire en métropole. Carte bancaire en métropole, c'est la courbe orange, et les cartes bancaires dans les Outre-mer, c'est la courbe noire. Et on voit qu'on est à un rythme de croissance de ces paiements cumulés en valeur qui est légèrement supérieur en Outre-mer par rapport à la situation prévalente dans l'Hexagone. Donc on conserve une dynamique de la consommation des ménages, mais qui est moins importante en 2023 qu'elle ne l'était en 2022. L'augmentation des taux d'intérêt et le contexte inflationniste passé a un peu pesé sur les dépenses de consommation des ménages adaptant naturellement leur consommation à ce contexte. En termes d'investissement pour les ménages, la hausse des taux d'intérêt a bien évidemment pesé sur la dynamique des crédits à l'habitat qu'on va mesurer à travers les encours en glissement annuel. Et vous avez différencié les géographies de l'Atlantique, de l'océan Indien et du Pacifique. Et on voit un ralentissement de l'encours, voire une baisse de l'encours en Martinique, mais également en Guadeloupe. Un net fléchissement de l'encours, un ralentissement de l'encours, de la croissance de l'encours à La Réunion, et également en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des évolutions qui sont assez fortes en 2023 par rapport aux années passées, qui montrent qu'il y a un ralentissement de la production de nouveaux crédits, en lien bien sûr avec la remontée des taux d'intérêt pratiqués.
C'est pour les ménages un élément important, hein, l'habitat et l'investissement. Et donc on voit bien qu'il y a une adaptation au contexte de l'ensemble des ménages, contexte général. S'agissant des entreprises, vous êtes habitués à notre indicateur du climat des affaires que l'on a ici sur une période de 5 ans, 2019 à 2023. On voit la pandémie qui avait entraîné un creux assez significatif. Il faut se référer à la moyenne de longue période qui est la barre des 100. C'est-à-dire que lorsque la courbe est au-dessus de cette moyenne, on est dans une dynamique qui est supérieure à ce que l'on a observé en termes de dynamique, de climat des affaires, tel que indiqué par les chefs d'entreprise. Donc on est plutôt dans une dynamique positive, sachant que la moyenne de longue période correspond sur le fond à une certaine croissance. Donc le climat des affaires par rapport à 2022, qui était une année de rebond important après la période pandémique qui s'était étalée sur 2020-2021, après ce gros rebond, on a un climat des affaires qui s'est certes dégradé, mais qui reste au niveau de sa moyenne, le plus souvent au-dessus, mais pour certaines géographies en dessous. En dessous en Nouvelle-Calédonie, en dessous également en Guyane, légèrement, et très légèrement également à Mayotte, sans qu'on soit encore très éloigné de cette moyenne de longue période. Donc un ralentissement qui est observé, c'est ça qui est important, sur l'activité telle qu'elle est mesurée, perçue par les chefs d'entreprise. Cet indicateur de climat des affaires est un indicateur avancé que nous avons sur l'évolution du PIB et il y a une forte corrélation qui est mesurée sur le long terme. S'agissant de l'emploi salarié, alors là, on est dans une évolution sur une base 100 au début de l'année 2019. Et on s'aperçoit qu'en fin d'année 2023, on est dans une forme de dynamique qui est maintenue. Il y a peu d'inversion, il n'y a que la Guadeloupe, la Martinique, pardon, qui a une légère inversion de sa courbe après une certaine stabilisation. Donc on est encore dans une dynamique de croissance de l'emploi. Là encore, on a une géographie qui se détache un petit peu de cette évolution générale. C'est la Nouvelle-Calédonie qui a été stagnante en termes d'emploi de 2019 à 2021 et qui a certes un rebond à partir de fin 2021, mais un rebond bien plus faible que celui des autres géographies ultramarines. Donc, un emploi salarié qui progresse de façon générale. Parallèlement, les chefs d'entreprise, alors c'est une donnée de Pôle emploi, mais qui est très illustrante de la difficulté que les entreprises peuvent rencontrer dans le cadre de leur recrutement. La part des chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés pour recruter s'accentue. Alors ce n'est pas un phénomène nouveau. On avait eu une légère baisse de ces difficultés en 2021. Et on a en 2022-2023 à nouveau le retour de cette progression un petit peu continue de difficultés de recrutement dans l'ensemble des activités. Et c'est général pour l'ensemble des géographies ultramarines. S'agissant du chômage, le chômage, alors si on le regarde sur le long terme, toutes les courbes en tendance sont légèrement orientées à la baisse. Vous avez la courbe la plus basse, c'est celle de métropole, la grise, mais vous avez toutes les courbes qui sont en tendance en diminution. Et le niveau du chômage, c'est ça qui est le plus frappant en Outre-mer, bien sûr, c'est que le niveau de chômage est plus élevé en Outre-mer qu'il ne l'est dans l'Hexagone. C'est l'élément caractéristique, il n'y a pas de changement significatif. On a une baisse relativement significative du taux de chômage en Martinique, qui peut être noté, puisqu'on a un taux de chômage qui frôle les 10%. C'est un chiffre qui était guère atteint précédemment. On a eu, malgré la croissance de l'emploi à La Réunion, un taux de chômage qui reste, on va dire, depuis 2 ans, quasiment stable. Enfin, si on regarde l'investissement des entreprises, eh bien, on a une situation un petit peu contrastée entre les environnements zone euro et zone pacifique. On voit qu'on arrive à une stabilisation
des crédits d'investissement. Donc l'investissement, c'est des opérations de long terme des entreprises. On a une stabilisation de l'encours dans les territoires de la zone euro. En revanche, on a une croissance de l'encours dans les entreprises des collectivités du Pacifique, croissance qui est surtout marquée en Polynésie française, où il y a une dynamique relativement forte depuis la fin de la pandémie, notamment dans le secteur touristique, avec un regain d'activité dans ce secteur qui génère des besoins en termes d'investissement, besoins qui sont pour partie en cours d'être satisfaits. S'agissant des crédits d'exploitation, qui sont des crédits de plus court terme, on avait eu un énorme pic lié à la mise en œuvre des prêts garantis par l'État. Donc c'est le pic que l'on voit en 2020-2021, cette bosse significative. Et depuis, on est dans une phase de remboursement de ces prêts garantis par l'État. Donc on a une évolution qui, dans l'ensemble des géographies, pratiquement, est inférieure à zéro, parce qu'on est dans cette phase de remboursement, avec un deuxième élément qui est important, la hausse des taux d'intérêt pratiquée pour les établissements, entreprises, sociétés non financières. Elle aussi a suivi la même évolution que les taux d'intérêt des ménages. Et donc, il y a un niveau plus élevé, ce qui dissuade en partie les chefs d'entreprise de souscrire à de nouveaux emprunts, y compris d'exploitation, et d'avoir une gestion un petit peu plus prudente. C'est aussi l'un des objectifs de la politique monétaire. Alors, nous allons poursuivre après ce bilan 2023 par quelques éléments d'appréciation de la situation sur le début 2024 et puis des perspectives pour l'année. Alors, avec un premier constat qui concerne l'évolution des défaillances d'entreprises. Alors, je dis défaillances d'entreprises, c'est une notion qui permet de recenser les situations de redressement et de liquidation judiciaire. On ne parle pas de cessation d'activité. Défaillance n'entraîne pas nécessairement une cessation d'activité et inversé. Pour autant, c'est une situation qui dénote une certaine dégradation de la situation. Ce qu'on observe d'abord, c'est la remontée assez nette. C'est ce que vous avez sur le graphique de gauche sur la diapositive. Une remontée assez nette en fin de période, alors qui est vrai partout, aussi bien sur l'ensemble France entière que dans les territoires d'outre-mer, aussi bien côté département et régions d'outre-mer que des communautés du Pacifique, alors avec une intensité différente cependant. Vous voyez que le creux qu'on a atteint au moment de la pandémie, il a été plus prononcé selon cet indicateur côté France entière. Bon. Mais on est descendu plus bas dans les départements et collectivités d'outre-mer, mais on remonte plus vite. Du côté du Pacifique, l'impact de la pandémie a été même s'il y a eu un décrochage à un niveau plus élevé. Mais on remonte également. Donc cette remontée, il faut l'éclairer, l'expliquer. Il y a clairement, certainement, ça c'est le facteur commun. La sortie de la pandémie, la désactivation des programmes ou des dispositifs de soutien a permis aux entreprises de passer ce cap. Mais on voit que dans certaines situations, et c'est le cas outre-mer, on retrouve, on atteint des niveaux qui dépassent la situation, en particulier dans deux secteurs. Ça, c'est l'objet du graphique droite, celui de la construction et le secteur du commerce. Ce sont deux points d'attention. Et si on fait le lien avec la diapo suivante, qui décrit les effectifs salariés, des effectifs salariés, on revient sur les questions d'emploi, mais là sous un angle plus sectoriel. On voit que dans les deux secteurs que j'ai mentionnés, où les défaillances remontent particulièrement, la construction et le commerce, on a un impact sur l'évolution des effectifs salariés.
dont l'évolution ralentit, et voire même affiche des baisses dans certains territoires, que ce soit sur le graphique concernant la construction. C'est le cas en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe. Concernant le commerce, le secteur du commerce, c'est le cas particulier en Guyane. Mais dans tous les cas, on a une situation qui se dégrade ou s'effrite en matière d'évolution des effectifs salariés. Donc, montée des défaillances, effritement, voire baisse des effectifs salariés dans certains secteurs et dans certains territoires, ce sont des signes qui pointent vers une situation qui paraît dégradée ou plus dégradée pour 2024. On peut confirmer avec ce qui figure sur la diapositive suivante, qui est pour 3 territoires en particulier, la Guyane, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, l'opinion des chefs d'entreprise, quand on les interroge à la fin de l'année dernière, sur l'évolution de leur activité au premier trimestre. Donc là, nous sommes au début du deuxième trimestre, mais quand je parle du premier trimestre, on n'est pas vraiment dans la prévision, mais à défaut d'informations en dur sur l'activité. Ce que les chefs d'entreprise, à la fin de l'année, disent de l'évolution à laquelle ils s'attendent pour le premier trimestre, c'est en majorité une baisse de leur activité en Guyane, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie. Alors, je mets en exergue très rapidement la situation calédonienne. Si vous vous rappelez, enfin, vous pouvez vous référer à la diapositive où on cartographiait les chocs qui avaient affecté les différents territoires. La Calédonie n'a pas été épargnée, le moins qu'on puisse dire. Et la crise du nickel, c'est le titre diapo, ébranle l'économie calédonienne. Le nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est 20% de la valeur ajoutée marchande. C'est un quart des emplois salariés privés. La situation est la suivante. Il y a 3 usines métallurgistes. L'une d'entre elles voit son activité suspendue ou mise en sommeil depuis février de cette année sur décision de l'actionnaire pendant 6 mois. Compte tenu de ce que j'ai indiqué de la place, de l'importance du secteur dans l'économie calédonienne, potentiellement, et en fait de façon assez immédiate à vrai dire, des effets d'entraînement sur l'ensemble de l'économie du territoire et en premier lieu sur les sous-traitants de l'usine. L'enjeu, c'est de savoir comment contenir cette crise, parce qu'elle concerne l'usine du Nord, en réalité, elle concerne les trois métallurgistes, y compris donc les 2 autres usines. L'opérateur historique, la SNL et l'usine du Sud, Promis, qui sont toutes les 3 pris dans des difficultés financières, sont des usines. Là, je vous renvoie au rapport produit par l'inspecteur général des finances l'an dernier. Connaissent des pertes d'exploitation depuis 10 ans. Ça, c'est la situation. Comment en sortir? L'État a proposé un pacte nickel qui associant les différentes parties prenantes. Là, bien sûr. Les collectivités, les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques locaux, les collectivités, le gouvernement calédonien, mais aussi les usines elles-mêmes. Pacte comporte 3 volets. Il y a un volet production avec des engagements de production de la part des 3 usines, un volet qui concerne, parce que c'est le nerf de la guerre, une aide apportée à ces usines pour qu'elles puissent contenir leurs coûts, en particulier les coûts énergétiques. Et puis un enjeu sur la capacité des usines à exploiter davantage encore le sous-sol minier, ce qui nécessite un accord politique au niveau local.
Le sujet est en discussion. Donc on parle de pacte ou de projet de pacte. Ce pacte n'est toujours pas signé. Ce qui crée une situation d'incertitude. C'est ça la situation de l'économie calédonienne. Ce qu'on constate, ou ce qu'on observe sur le premier trimestre, ou ce qu'on peut craindre sur le premier trimestre, est de nature à se prolonger sur l'ensemble de l'année, voire au-delà, si cette situation n'est pas clarifiée et rapidement clarifiée. Donc, ça laisse à penser qu'on est sur une année 2024 qui, en Nouvelle-Calédonie, mais aussi, je n'ai pas détaillé, mais à Mayotte, en Guyane, pourrait être plus difficile que ce qu'on a pu observer. En réalité, c'est l'ensemble des territoires qui sont confrontés à des choix difficiles et à un ensemble de nécessités. Ça nous mène vers le dernier volet de notre présentation. En fait, tous les territoires sont à la recherche d'un chemin de croissance durable. La question, c'est comment sortir d'une situation où les territoires sont à la merci de chocs externes, extrêmement dépendants de l'extérieur. Ce sont des petites économies ouvertes, donc ça n'est pas en soi étonnant, mais la façon dont ces économies se sont organisées les rend particulièrement dépendantes. Ce sont des économies qui sont aussi particulièrement dépendantes de certains secteurs. On voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, cette spécialisation extrême qui est aussi une source de fragilité. On retrouve la même situation en Guyane avec la dépendance aux évolutions du secteur spatial. Et donc, il y a cette question, cette interrogation sur comment trouver un chemin de croissance durable. Ça m'amène à évoquer des aspects un peu plus structurels. Le premier constat que je voudrais partager avec vous, c'est celui de l'insuffisance de l'investissement en particulier dans le secteur privé. Ce que vous avez sur cette diapositive, c'est l'évolution par territoire d'un ratio qui consiste à rapporter l'investissement productif, ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe, pour les entreprises d'une part, pour les administrations publiques d'autre part, par habitant. Les situations des territoires est rapprochée de celles que l'on a sur l'Hexagone. Ce que vous observez, c'est que pour la partie privée, ce que j'appelle l'investissement privé, l'investissement des entreprises, le montant d'investissement par tête d'habitant dans les territoires d'outre-mer est singulièrement inférieur à ce qu'on observe aujourd'hui dans l'Hexagone. C'est un montant qui tend à augmenter avec une situation particulière, celle de la Martinique, qui est confrontée à la fois à une baisse de l'investissement et de sa population. Le ratio prend en compte les deux effets. Et d'une façon générale, au-delà de l'évolution, le constat, c'est qu'on a des ratios qui sont relativement faibles outre-mer. À l'inverse, quand on regarde le même ratio, mais cette fois-ci appliqué aux administrations publiques, les situations sont un peu plus gênent, en tout cas moins en défaveur des territoires d'outre-mer, en particulier en Guyane où on voit l'importance spatiale, mais avec cependant une évolution qui contraste avec l'évolution du secteur privé, puisque ce sont des ratios qui tendent à diminuer, là où dans l'Hexagone, donc on a une dynamique de l'investissement qui n'est pas très favorable. Et comment innover, comment trouver une croissance durable si on n'investit pas? Ça, c'est le premier sujet. Il faut renforcer l'investissement productif, en particulier dans le secteur privé. Alors, ça soulève beaucoup de questions, hein, parce que quand on a dit ça, on peut s'interroger sur le comment, sur les cibles qu'on peut avoir, juste pour illustrer le propos. Il y a un enjeu qui est mondial, lequel les territoires d'outre-mer ne sont pas, qui concerne la transition énergétique. C'est un enjeu pour l'ensemble des populations. Quelle est la situation en outre-mer?
Je vais commencer par le graphique qui figure à droite de la diapositive, qui montre qui illustre les émissions de gaz à effet de serre avec une répartition par secteur et une comparaison entre les Outre-mer et l'Hexagone. Ça, c'est une photo. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'évolution. C'est le cartouche qui figure juste en dessous, avec un diagnostic qui est assez clair. Là où dans l'Hexagone, on observe sur la période 90-2021 une baisse des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation est massive. C'est quand même un sacré paradoxe. Quand on pense outre-mer, on pense probablement plus facilement énergie renouvelable qu'énergie fossile, en tout cas en comparaison avec l'Hexagone. Le diagnostic, c'est que les émissions de gaz à effet de serre progressent ou ont progressé sur les 30 dernières années beaucoup plus rapidement dans les Outre-mer que si on se penche sur la partie gauche de la diapositive, on a l'explication, ou en tout cas un début d'explication. Le premier graphique en bâton, le premier histogramme montre la répartition le mix énergétique des différents territoires. Photo de 2021, notamment la part de l'électricité, donc plutôt plus faible que celle des énergies fossiles. L'histogramme qui figure à gauche montre la façon dont l'électricité est produite massivement à partir de sources thermiques. On a relativement peu d'électricité et cette électricité est produite massivement à partir de sources fossiles. L'explication de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un paradoxe. Mais on peut le prendre positivement. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un potentiel énorme pour mener à bien cette transition énergétique avec des ressources qui existent. Et donc, s'il y a un domaine où il faut massivement investir, c'est bien celui-là. Donc ça, c'est pour l'investissement. Il y a un deuxième enjeu, je crois, pour l'outre-mer, à partir d'un constat assez simple qui est décrit par cette diapositive et les graphiques qui montrent la façon dont les Outre-mer importent. Où se fournissent-ils avec une photo moyenne entre 2017 et 2022, massivement dans l'Hexagone. Voilà, ce sont des importations de biens. La situation est différente entre le Pacifique et le reste de l'Outre-mer. Hein. Le Pacifique a un approvisionnement qui est plus diversifié vers les régions voisines. En revanche, dans le bassin indien et dans le bassin atlantique, vous voyez que massivement, majoritairement, avec l'exception pour Saint-Pierre, les importations de biens viennent de... C'est une façon de traduire l'absence, le manque d'intégration des Outre-mer dans leur voisinage régional. Là, on s'est contenté de montrer ce qui se passe du côté des importations. Traduire cette réalité qui sont des territoires qui importent massivement, qui exportent assez peu. Et si on regarde en miroir la composition des exportations, on fait le même constat. Donc, du point de vue de leur commerce extérieur, les territoires d'outre-mer sont des territoires assez peu intégrés dans leur environnement régional. En fait, ce constat est surtout et particulièrement vrai dans le bassin atlantique et dans le bassin indien, ce qui contribue à toute une série de difficultés qu'on constate par ailleurs, parce que quand vous importez massivement les biens que vous consommez localement, ils arrivent forcément avec un renchérissement sur les prix d'achat, différents éléments qui contribuent à ce renchérissement, là où on pourrait penser qu'un approvisionnement plus local, plus proche, permettrait de bénéficier
de prix d'importation. Donc, deuxième enjeu, c'est mieux intégrer les Outre-mer dans leur voisinage régional. De ce point de vue, et c'est la diapo suivante, pour les voisins, quand on examine, donc du point de vue des voisins, l'état du PIB par tête dans les territoires français d'outre-mer, force est de constater que, en général, ce sont des territoires qui dégagent un revenu par tête d'habitant plus élevé que leurs voisins. Donc, potentiellement, pour les pays voisins, ce pourrait être des marchés d'exportation intéressants. Donc, sur la facilité l'intérêt pour les pays voisins à exporter dans les territoires d'outre-mer, et donc sur la capacité des territoires d'outre-mer à s'alimenter ou s'approvisionner auprès des voisins, il semble qu'il y a un certain potentiel qui n'est pas exploité. Ce qui illustre cette diapositive. Enfin, on peut la lire comme ça. Et alors, à partir de ces deux constats, ces deux besoins identifiés, renforcer l'investissement, renforcer l'intégration régionale, la question c'est comment. Je crois qu'il y a deux enjeux. Un enjeu de compétitivité, un enjeu d'attractivité. Constats, ce sont des choses qui sont assez bien connues, mais je crois qu'il faut les rappeler et à partir de ces constats, dégager des pistes et des voies d'action assez claires. Sur la compétitivité, le mauvais fonctionnement des marchés des biens et des services, le constat de niveau de prix et de niveau de coût du travail relativement élevé, donc qui ne sont pas à l'avantage des territoires outre-mer. Le constat que ces difficultés persistent, ces rigidités persistent en dépit de mesures de soutien public importantes et qui finissent par ne plus pouvoir être soutenables. Hein. Je rappelle le montant de la dépense fiscale en matière d'aide à l'investissement dans les territoires d'outre-mer, c'est 800 millions d'euros dans le budget de l'État. Et ce sont des dispositifs qui existent depuis 40 ans. Le résultat, en tout cas, ce ne sont pas des marchés de biens et services qui fonctionnent. Il y a certainement matière à approfondir ou améliorer l'efficacité des mécanismes d'intervention publique, et surtout à créer les conditions de la compétitivité. Il n'y a pas de choses qui sont inatteignables. Il y a un certain nombre de choses qui sont en œuvre. La transformation numérique, dans une certaine mesure, bénéficie ou doit bénéficier au territoire d'outre-mer. Il s'agit de l'accélérer. Il y a des choses qui sont atteignables à échéance assez rapprochée. Le débat sur les retards de paiement est assez connu. Le fait que dans les territoires, les délais de paiement excèdent ce qu'on peut observer en moyenne dans l'Hexagone ou en Europe en général. En particulier les délais de paiement que les collectivités publiques ou les établissements publics hospitaliers peuvent imposer à leurs fournisseurs entreprises. Ces constats sont faits, les réflexions sont engagées, il faut les faire aboutir. Sur la fiscalité, en fait, ça va au-delà de l'octroi de mer. Il y a des réflexions qui sont engagées pour mieux organiser la fiscalité au bénéfice du territoire. Il s'agit de conclure parce que ce sont des sujets qui sont entre les mains des collectivités. Il y a toujours en matière de compétitivité des enjeux de formation. On a évoqué les difficultés à recruter, mais aussi les difficultés à gérer, à piloter. En fait, les instituts sont très engagés sur ces questions puisque nous offrons tout un service d'accompagnement pour les aider à évaluer leur solvabilité financière avec notre activité de cotation. Il faut aussi créer les conditions de l'attractivité. C'est une chose, l'attractivité c'est autre chose. Le constat qu'on connaît bien, ce sont ces jeunes qui massivement
partent de certains territoires en quête d'emploi ou de formation ailleurs. Comment est-ce que vous rendez un territoire plus attractif là? Toutes les parties prenantes doivent faire leur part du travail. Un territoire attractif, c'est un territoire qui peut offrir des logements suffisamment peu chers à ses habitants. Un enjeu sur le foncier. C'est un territoire qui peut communiquer, où on peut se déplacer facilement. Dans les chocs qu'on a identifiés initialement, vous avez notamment les difficultés du transport aérien qui aujourd'hui créent des situations d'isolement, en tout cas de réelles difficultés de communication et de mobilité au sein de la mer. Et puis évidemment, l'attractivité, ce sont des territoires sûrs. Cet enjeu d'insécurité est patent, c'est une difficulté en Guyane. Ce sont des enjeux extrêmement importants. Et ça, c'est la part de travail qu'elles soient locales, renforcer la compétitivité et l'attractivité pour trouver un chemin de croissance durable. Ça, c'est la conclusion de notre présentation. Au-delà du constat de court terme, des fluctuations induites par un ensemble de chocs, une forme de résilience, toujours, qu'on constate dans un certain nombre de territoires, mais dans d'autres territoires, une situation manifestement en train de se dégrader. Et donc la nécessité de dépasser l'horizon de court terme, se projeter, parce que trouver un chemin de croissance durable, ça n'est pas quelque chose d'inatteignable, ça n'est pas forcément, je parlais de perspective de moyen long terme, mais il ne s'agit pas d'attendre 10 ans, on attend, c'est maintenant. Maintenant, parce que la réflexion est engagée, il s'agit d'aboutir, ce qui est sur la table, il faut le faire. Dans la part de paiement, on prend vos questions. Julien Sartre, consenti. Vous parlez, j'ai deux questions. Vous parlez de territoires où la situation est manifestement en train de se dégrader. C'est visiblement le cas en Martinique, que parler. Et est-ce que vous craignez pas un effet avec le taux d'intérêt qui remonte? Comment ça va se passer? Et là, l'inflation qui risque de repartir, en tout cas le fret, on a vu ça remonte. Donc, est-ce que vous ne craignez pas un effet ciseau? Peut-être une toute dernière question. Du coup, tout ce contexte, est-ce que vous diriez que vous lancez l'alerte sur une dégradation qui est encore plus grave et qui est en train de se produire, ou pas? Est-ce que voilà, merci. Il n'y a pas d'alarmisme à avoir, il faut être factuel. Quand j'ai parlé de dégradation en cours, j'ai mis en exergue 3 territoires. C'est ce que nous observons, pour des raisons bien identifiées, avec des solutions qui sont à portée de main, mais qu'il faut mettre en œuvre. J'ai évoqué la Nouvelle-Calédonie, j'ai évoqué Mayotte, j'ai évoqué la Guyane. Ensuite, vous avez évoqué la Martinique, vous avez évoqué aussi l'évolution des taux d'intérêt. Donc, je vais commencer par les taux d'intérêt et l'inflation parce que, en fait, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des territoires pour bien comprendre la dynamique. Sur l'inflation, on a eu ce ralentissement. C'est marqué sur l'année. En moyenne, on est passé d'un glissement annuel à fin 2022 qui était de 4,9%, proche de 5%, à une moyenne qui est de 2,5% en fin 2023. Donc, vous voyez une inflation réduite de moitié sur l'ensemble de l'outre-mer. Comment est-ce qu'on y arrive? Comme sur le reste, comme sur l'Hexagone, comme sur le reste de la zone euro ou dans la zone Pacifique, on y arrive pour 2 raisons. Il y a une part qui vient de ce qui se passe sur les marchés internationaux. Si le prix de l'énergie fait beaucoup jouer dans l'accélération forte de l'inflation
diminue ou ralentit, ça bénéficie au territoire. Donc, il y a cet effet-là, clairement. Le fait que les prix alimentaires, la dynamique des prix alimentaires reste plus élevée sur les 2,5 d'inflation que j'ai mentionné en moyenne, la part alimentaire, c'est plutôt 8-10%. Donc ça reste très élevé. Ça, c'est le reflet aussi des prix internationaux. On a vu sur l'exemple de la diapo qu'on montre le prix du libre. Mais il y a une deuxième composante, je dirais, au-delà des prix externes, des prix internationaux, qui est ce que fait la politique monétaire. La politique monétaire, elle a consisté à durcir deux raisons. La première, c'est que dans certains cas, on a cherché à contenir une demande qui aurait pu être donc avec un effet que Stéphane a illustré sur la dynamique de la consommation qui ne s'est pas effondrée mais qui s'est infléchie sur les dépenses ou les investissements en matière de crédit à la vie. C'est un aspect. Mais le deuxième aspect qui n'est pas forcément perceptible a trait à la formation des anticipations. Alors, les anticipations, vous n'observez pas, les anticipations d'inflation, c'est-à-dire la manière dont les gens ou les entreprises se projettent lorsqu'ils doivent discuter salaire, dans la manière dont les entreprises doivent projeter leurs investissements. Cet aspect anticipation est essentiel parce que c'est ce qui permet d'ancrer l'inflation autour de la cible. Si vous avez des anticipations qui se développent très fortement, si les gens se disent, parce qu'ils observent une inflation qui est en train de s'accentuer, que ça va réduire le pouvoir d'achat, naturellement, les salariés vont demander des augmentations de salaire qui va compenser cette évolution de l'inflation, ce qui peut générer une forme de spirale et avec une évolution qui finit par échapper au contrôle des autorités monétaires. Bon. Ce désancrage n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'on voit derrière le ralentissement? Ça, c'est l'effet de la hausse des taux d'intérêt qui s'est faite sur un laps de temps assez court et massivement. En moyenne, les taux d'intérêt directeurs ont augmenté de 400 points de base. Ça, c'est dans la zone euro. Et dans la zone Pacifique, on a augmenté aussi assez massivement de façon consciente pour les raisons que je mentionnais. Et le résultat est là. Donc, on a contenu l'inflation. Et ça, c'est une nécessité. Autre question, c'est est-ce que ça comporte des effets négatifs ou qui pourraient affecter la dynamique des territoires, pas que de la Martinique ou d'autres. On n'a pas eu d'effondrement de la consommation, on n'a pas introduit de récession du fait du monétaire. Donc je me dirais que là, on a fait la part de travail qui nous est. Les territoires où on constate des situations où l'activité pourrait diminuer cette année, ce sont des territoires qui sont touchés par d'autres facteurs que la hausse des taux d'intérêt. Nickel en Nouvelle-Calédonie, Mayotte avec un choc d'offres, des barrages, la crise de l'eau. En Guyane, les difficultés de redémarrage du secteur spatial, en fait. Chaque fois, on voit la dépendance forte du territoire, certains secteurs industriels massifs. Ça n'a rien à voir avec la politique monétaire, du côté de l'offre. Bon. Maintenant, j'en viens à la Martinique. Quand vous dites en Martinique, ça se passe mal. Bon. L'indicateur de climat des affaires qu'on présente ne dit pas tout à fait ça. Il montre une érosion de la situation, un indicateur qui s'infléchit, mais qui reste au-dessus de sa moyenne de long terme. Pour autant, et c'est pour ça que je pense que c'est important de souligner les aspects structurels, les aspects de long terme. La difficulté de la Martinique, elle est potentielle. Quand vous avez une population qui diminue, ça génère toutes sortes de difficultés. Au plan du financement des politiques publiques, au plan de la consommation privée, et donc l'enjeu il est potentiel.
une population qui diminue, ça veut dire potentiellement une production ou un potentiel de production qui s'affaiblit. C'est ça le sujet de la Martinique et aussi de la Guadeloupe, qui sont les deux territoires qui sont concernés par ces évolutions dramatiques qui conduisent à une baisse de la population. Je rebondis un peu sur la Martinique, sur le nombre de salariés dans le privé par rapport entre le 4e trimestre 2023 et le 4e trimestre 2022. C'est le seul territoire qui accuse une baisse de 305 nombre de salariés. Comment est-ce que ça s'explique? Il ne faut pas que mes petits camarades hésitent à intervenir, mais moi je fais le lien avec ce que je disais de l'évolution de la population. Une population qui diminue, qui vieillit potentiellement, c'est une situation je dirais, récessionniste pour un territoire. Ça veut pas... Alors là, il y a, on parle d'un chiffre, d'une photo, il y a des effets idiosyncratiques. Il faudrait qu'on puisse détailler détail par secteur. Hein. Mais plus largement, je serais assez tenté de faire un lien avec l'évolution de la population. On voit que ce n'est pas un territoire qui est dans une dynamique de croissance très forte. Il y a ça, en effet, il y a cet effet-là, et puis il y a aussi des transferts vers le secteur public, parce que là, c'est l'emploi privé, donc avec la CDIsation vers certains employeurs comme la collectivité territoriale, le rectorat. Mais il y a aussi un effet démographique, ça c'est sûr. Oui, c'est la deuxième année consécutive que la Polynésie prend, et d'ailleurs la seule, à avoir un pic inflationniste très proche de 8%. Enfin, là, cette année, c'est 8%. L'année dernière, c'était 10%. C'était vraiment frappant lors de la conférence de presse de l'année dernière. Du coup, ça interpelle quand même. Comment on peut expliquer ça et puis, est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences de long terme? Enfin, le niveau des prix là-bas risque pas d'être insoutenable? Je ne sais pas où vous voyez les 8% d'inflation en Polynésie, ce n'est pas le cas, hein, mais je laisserai... C'est ça, c'est le pic inflationniste de l'année dernière, effectivement. Voilà. Et donc là, si vous regardez, vous voyez que l'inflation est revenue, c'est la courbe en pointillé rouge, est revenue vers zéro quasiment. Donc en Polynésie, il y a une réglementation sur les prix du carburant qui peuvent avoir eu des effets soit d'amplification, soit d'atténuation de l'inflation. Et là, avec une inflation qui est légèrement plus faible qu'en métropole, de 2-3 points de base, et justement, ça diminue l'écart de prix entre la Polynésie et la métropole. Je n'ai pas dit que cette situation elle est durable. On a un écart de prix de l'ordre de 30%. Donc, ça veut dire que là, si la situation dure, on va avoir une atténuation de cet écart de prix. Mais il n'est absolument pas écrit que cette inflation va rester plus basse en Polynésie par rapport à la métropole. Il ne faut pas oublier, à travers ce qu'Yvan a montré tout à l'heure sur l'intégration régionale des Outre-mer, une part significative des importations proviennent de métropole, moins en Polynésie, et du coup, il y a une forte corrélation de l'évolution des prix en Outre-mer par rapport à la métropole. Je rebondis un peu sur la Polynésie, mais je passe plutôt aux défaillances. Il y a quelques semaines, vous aviez, enfin, les instituts avaient sorti une étude sur les défaillances d'entreprises et il apparaissait que la Polynésie était la seule géographie à ne pas connaître de défaillances, à connaître en fait une baisse des défaillances. C'était même un argument politique parce que vous avez parlé de choc propre à chaque territoire. Il y a eu un nouveau gouvernement, enfin, il s'est un peu servi de ça pour
pour se défendre. Pourtant, dans la courbe là qu'on a sur les coms du Pacifique, on voit une hausse. Donc on voit cette hausse. Est-ce que finalement c'est uniquement la Nouvelle-Calédonie qui pousse la hausse? Effectivement, la courbe, elle synthétise la situation de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, et c'est bien ce qu'on voit. En fait, on a deux territoires qui sont dans des dynamiques absolument inversées. La Polynésie, au sortir de la pandémie ou des effets de la pandémie, bénéficie, c'est son modèle, hein, d'entrée ou de rentrée touristique absolument massive, hein, qui dépasse les niveaux atteints avant la pandémie. Donc ça, cet effet, il joue à plein. Stéphane expliquait que ça tirait aussi à la hausse les dépenses d'investissement. Donc ça c'est la situation. Il y a une sorte d'effet d'aubaine qui joue. Là où, au contraire, la Nouvelle-Calédonie est dans une phase d'abord de ralentissement, voire de baisse d'activité qui se répercute sur la situation des entreprises. Bon, ça, c'est le constat à court terme. Ce qui ne veut pas dire que, y compris en Polynésie, on n'observe pas des fragilités. En réalité, la vraie question, c'est est-ce que la Polynésie exploite tout son potentiel en la matière? Il y a encore une situation d'incertitude, j'insiste bien, comme on l'a encore, d'une nature différente, mais qui pèse aussi comme celle qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, qui tient au fait que les investisseurs, ça c'est ce qu'on comprend hein, de un certain nombre d'investisseurs qui réfrènent leurs dépenses aujourd'hui, pour investir davantage encore, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de visibilité sur la politique fiscale du gouvernement. On sait que le gouvernement est arrivé il y a un an, un peu moins d'un an. Il y a encore des discussions, j'imagine, sur les choix, les priorités en matière de fiscalité. Une entreprise n'aime pas ce type d'incertitude. Vous voulez investir, vous voulez savoir, quand vous faites vos calculs économiques, combien ça va coûter, dans quelle mesure vous pourrez bénéficier d'une aide à l'investissement et quelle va être votre perspective de rentabilité à l'horizon de la fin de l'investissement. Donc, si vous n'avez pas ça, vous n'investissez pas ou vous attendez que l'autorité qui est en charge de définir cette politique vous donne ces éléments d'information. Donc, il y a cette part d'attentisme qui joue, interprété comme un élément de fragilité aujourd'hui sur la capacité de la Polynésie à pérenniser son modèle. Les hôtels peuvent souffrir de fragilité, je dirais. L'une, c'est capacité à accueillir une masse de clients qui pourrait être plus nombreuse. Quel nombre de clés? L'autre, c'est la modernisation. Il y a de grands hôtels qui nécessiteraient d'être rénovés. Je pense que ces chantiers de rénovation sont encore en attente pour certaines choses. Là, je vous ai mis à l'écran les défaillances en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. C'est une publication qui est sur notre site et on voit que la tendance en fait sur les coms du Pacifique, elle est entraînée par la Nouvelle-Calédonie, et sur la Polynésie, on a plutôt un mouvement de repli sur 2023, mais il y a eu une bosse en 2022, il y a eu une petite hausse en 2022. Mais sur 2023, on est plutôt tendance à la contraction. Si je complète, vous vous en souvenez, on avait dit l'année dernière, la Polynésie avait été la géographie la plus affectée par la pandémie parce que son secteur principal d'activité est touristique. Et compte tenu de la suspension des vols, la géographie avait particulièrement souffert d'une part. L'autre élément aggravant, c'est la faiblesse des dispositifs de protection sociale du territoire par rapport à la métropole ou les DCOM de la zone euro. On avait eu un pic important de défaillance d'entreprises
en Polynésie, c'est ce que le graphe montrait également. Donc là, on a en phase d'atténuation. Marie, je vérifie s'il y a des questions à distance. Attends, on peut les prendre, les questions à distance? Il n'y en a pas. Je vais en poser une à l'INRUEL de RCI. Je voudrais votre avis sur l'intégration des Outre-mer dans leur environnement régional. La délégation Outre-mer du Sénat, si je ne me trompe pas, mène actuellement des travaux sur le sujet. La FEDOM a récemment été auditionnée et son président a dit que s'il y avait coopération régionale, c'était politique et non pas économique. Donc je voulais votre avis là-dessus et souhaiter donc une meilleure intégration régionale. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux en tout cas pour les entreprises? Le fait de l'identifier comme un impératif ou une voie de progrès ne veut pas dire que ce soit facile. Il y a clairement une dimension politique dans le sujet. Si vous voulez exporter, il faut être dans les accords commerciaux ou dans les bons accords commerciaux. Je vais prendre l'exemple de la Caraïbe. En la Caraïbe, vous avez, pour les États qui y sont, et j'inclus dedans les voisins importants que sont pour ces territoires, alors pas simplement français, hein, je prends tous les États, les États-Unis au nord et le Brésil au sud, vous avez toute une série d'accords commerciaux qui permettent à ces territoires de commercer entre eux. La caractéristique, c'est que les Outre-mer français en sont absents. Ils sont absents parce qu'ils sont dans le marché unique européen et voilà. Donc, un exemple qui permet d'illustrer la situation, qui comporte une forme d'absurdité à mon sens, hein. C'est ce qui se passe pour la production et les exportations de rhum. Vous produisez du rhum en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Quand vous l'exportez vers l'Hexagone. En tout cas, c'est ça le circuit. Si vous voulez rentrer aux États-Unis, donc même en passant par l'Hexagone, vous exposez à un droit de douane qui est de l'ordre de, j'arrondis, $24 par litre pour un litre de rhum de 50 degrés, parce que ça dépend du titre. 50 degrés pour un litre, $24 en plus sur le prix. Si vous êtes un exportateur de Saint-Domingue ou de Jamaïque, votre rhum, vous l'exportez aux États-Unis avec 0 droit de douane. Et vous avez des droits de douane nuls parce qu'il y a Saint-Domingue, Dominique, mais aussi tout un ensemble d'autres, Saint-Domingue, pardon, la Jamaïque, tout un ensemble d'autres territoires de la zone, plutôt anglophone, commerce avec les États-Unis sur cette activité-là dans le cadre d'un accord commercial qui s'appelle l'initiative du bassin caribéen, mais dont les territoires français ne sont pas partis. Donc voilà. L'absurdité, c'est que les États-Unis, c'est le plus gros marché de consommation, pas simplement de la zone, mondiale, en termes de pouvoir d'achat. Et on produit à côté des États-Unis et on n'est pas sur ce marché pour cette production. Donc, quand je décris ou j'évoque l'intérêt qu'il y aurait à renforcer ce type de relation commerciale, c'est parce qu'il y a peut-être des parts de marché à conquérir, ce qui n'est pas facile. Et je n'ai pas écouté ou entendu l'audition du président de la FEDOM, mais comme ça que je la comprends, c'est que c'est pas simplement une question de coût de production. Donc ça renvoie à l'enjeu de compétitivité. Même s'il vaut mieux être compétitif, c'est aussi un enjeu politique au sens où il faut une capacité à négocier ces accords. Bon, aujourd'hui, les pays qui sont donc
des régions ultrapériphériques sont dans le marché unique. Bon. Il se trouve que l'Union européenne a, avec tout un ensemble de pays voisins des RUP françaises, des accords de partenariat qui se concluent sans forcément prendre en compte ou intégrer les intérêts commerciaux des dites RUP. Donc il y a, et c'est comme ça que j'en vois l'enjeu politique, peut-être matière à peut-être être davantage présent auprès de la Commission européenne ou avoir une capacité d'influence pour faire en sorte que les intérêts des RUP françaises soient mieux pris en compte lorsque ce type d'accord de partenariat est négocié par l'Union européenne. On a une question de l'extérieur, je crois. Je vois une main jaune. C'est Madame Florimond, oui. On ne vous entend pas. Peut-être qu'il faut que vous ouvriez votre micro. Ça devrait être mieux. Vous m'entendez là? Oui, très bien. En prolongement de la question de ma consoeur et en espérant un complément de réponse de votre part, il se trouve qu'il se passe en ce moment, exactement au même moment, c'est pour ça que j'ai un peu de retard, la conférence de coopération régionale, la 17e de la zone Antilles-Guyane. Et hier, dans les propos préliminaires, l'ensemble des présidents, c'est-à-dire aussi bien M. Letchimy, M. Chalus, M. Serville, etc., ont tous dit que oui, rentrer dans les organisations régionales, donc tout le monde est sur le chemin, mais ils se rendent bien compte que pour signer ces accords, ils n'ont absolument pas la possibilité. D'ailleurs, M. Letchimy l'a très, très clairement dit devant tous les présidents et la secrétaire et la ministre. Personne aujourd'hui n'a la capacité dans cette géographie de signer des accords, notamment commerciaux, avec les organisations dans lesquelles les États sont en train de rentrer. Enfin, les territoires d'outre-mer sont en train de rentrer, les territoires d'Antilles-Guyane. Donc, quelle serait la condition pour que ça fonctionne? Parce que je dis bien, c'est la 17e conférence de coopération régionale et on tourne toujours autour du même sujet. Donc, quelle serait, selon vous, j'ai entendu l'influence au niveau de Bruxelles, mais vous savez très bien, le temps que Bruxelles prenne en compte et qu'il y a un effet, ben encore 17 ans vont passer, quoi. Alors, permettez-moi d'être en désaccord avec cette prédiction, parce que, au fond, mais c'est le même sujet. Quand j'esquissais mon raisonnement, en réalité, je le faisais à droit constant, ou en tout cas à dispositif institutionnel constant. Ce que le président Letchimy ou d'autres appellent de leur vœu, c'est la capacité pour les collectivités à négocier directement. Mais alors, pourquoi pas? C'est un sujet politique. Alors là, pour le coup, éminemment politique, mais qui me paraît lui aussi extrêmement compliqué dans son déroulement. Ce que je dis simplement, c'est que dans le dispositif actuel, parce que c'est possible, parce que ça existe, en fait, il faut bien cette capacité d'influence auprès de Bruxelles pour mieux faire prendre en compte les intérêts des territoires et sortir de cette absurdité. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis absolument pas certain que cette stratégie d'influence ait été correctement mise en œuvre. Ça, c'est mon point de vue. Ce que j'ai expliqué, il se trouve que j'ai été amené à évoquer le sujet la semaine dernière en Guyane. Et ce que j'ai expliqué, c'est quelque chose qui est extrêmement prosaïque. Hein. Quand vous êtes à Bruxelles, si vous voulez influencer Bruxelles, il ne faut pas attendre que les sujets soient au Parlement européen ou dans ce genre d'enceinte. La stratégie d'influence, elle commence dans les bureaux de la Commission. C'est là où il faut aller, c'est là où il faut être au plus près des experts qui rédigent des textes, qui préparent les accords, qui formulent les propositions. Je ne juge pas parce que je n'en ai pas la capacité, je n'ai pas l'information, mais
je pense que là, il y a un levier qu'il faudrait encore mieux exploiter. Et ce dont je parle, effectivement, ce n'est pas de la politique très flamboyante, hein, ce ne sont pas des grandes déclarations. C'est un travail de fourmi qui est à faire, c'est un travail d'experts qui est à faire auprès des experts qui sont à la Commission sur ces questions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois la main qui est toujours levée, c'est peut-être toujours ma... Ah oui, très bien. Bon. Et si je me tourne vers les journalistes qui sont... Ah, pardon. Alors, en fait, c'est une suggestion parce que il y a un vrai sujet de mieux connaître ce qui se passe dans nos territoires et nous manquons des fois d'études. Tout d'abord, merci d'avoir fait votre conférence nettement plus tôt que fin juin. Donc, ça permet déjà d'avoir un peu d'éléments plus tôt de ce qui se passe dans nos régions. Mais je voudrais revenir sur l'impact de l'arrêt du groupe CARE. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune étude d'impact sur la disparition de cet opérateur qui était sur Martinique, Guadeloupe, Guyane, et Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'était le deuxième opérateur, voire le troisième sur certains transporteurs aériens. On a l'impression que tout s'est passé tout à fait tranquillement et que bon, alors que pas du tout. Bien sûr, le transport de passagers, le nombre de sièges disponibles a diminué. Le fret se retrouve mais désorganisé comme jamais. Et surtout, l'ensemble des banques sont exposées par rapport à cette faillite. Donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire un cas d'école pour pouvoir montrer en quoi, quand des opérateurs comme ça disparaissent, ça impacte tout le monde. Et je suis persuadée que dans les bilans des entreprises antilo-guyanaises de 2023, va apparaître un trou du fait de cette disparition, vu que très souvent les entreprises étaient abonnées à cet opérateur, et du jour au lendemain, ils ont dû passer chez un autre qui a du coup fait des tarifs de personnes un peu seules sur leur territoire. Donc, est-ce que ce ne serait pas un sujet d'étude pour justement éclairer et montrer comment sur des secteurs aussi importants, ce n'est pas sans impact, et du coup inciter l'État à être un peu plus regardant par rapport à ces opérateurs. Je ne peux pas être en désaccord avec l'intérêt à le faire et ce qu'on peut en tirer. En réalité, je vais juste élargir un peu le propos. Donc, CARE, malheureusement, a disparu avec les impacts que vous mentionnez. Donc, on a rapidement esquissé, mais ça mérite d'être approfondi. Donc, on prend le point. Mais en réalité, quand vous élargissez un peu, je pense que c'est une bonne partie du secteur aérien outre-mer qui est en difficulté. Il y a le sujet Air Austral côté bassin indien, avec potentiellement, en cas de vraies difficultés, des impacts encore plus forts que ceux que vous mentionnez ou que vous avez identifiés pour le groupe CARE. Donc, je vois qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur comment on arrive à organiser des desserte aériennes qui permettent de disposer de prix compétitifs, en tout cas abordables pour les clients, et une régularité dans les dessertes et une bonne couverture géographique qui évite que certains territoires, un peu comme la Guyane aujourd'hui, se retrouvent enclavés, hein, faut le dire. L'impact n'est pas le même partout. Je pense que vous voyez sur les dessertes à partir de la Guadeloupe, comme Saint-Martin, Saint-Barthélemy, il y avait déjà des petites compagnies qui assuraient des liaisons et qui bénéficient d'un report de clientèle. Hein. Pour autant, je ne crois pas qu'on ait retrouvé forcément la même capacité, mais vous prenez l'exemple de la Guyane pour décrire les effets de la faillite, la disparition de CARE. La Guyane se retrouve à la fois, doublement pénalisée par le prix des billets qui a augmenté et par le
flux qui a singulièrement diminué. Donc, le sujet, il est patent et je pense même qu'il est potentiellement plus large. J'élargis sous un autre angle cette question du transport aérien à ce qu'on peut observer sur le transport maritime. Là, d'une façon plus positive, vous avez des territoires qui sont, somme toute, pas si mal connectés aux routes maritimes, au rythme de transport maritime régulier. La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, vous avez des ports en fait qui pourraient être encore davantage connectés et qui offrent des possibilités d'accueil qui peuvent permettre de contester la suprématie ou la primauté de la Jamaïque dans la Caraïbe ou bien de Maurice dans l'océan Indien. C'est une stratégie d'investissement à avoir. Je crois qu'elle a commencé en Guadeloupe et il y a beaucoup d'investissements qui sont à l'œuvre en fait, où il s'agit de se doter d'une capacité d'accueil élargie avec peut-être dans le cas d'espèces. Moi, c'est ce que je comprends de la stratégie des opérateurs. En fait, une situation où c'est l'offre qui fait la demande. Donc, si vous avez la capacité à accueillir, les bateaux viendront, les transporteurs viendront. Donc, ça, c'est la stratégie. Et j'évoque ça parce que ce n'est pas juste une question d'intervention publique. Là, je parle d'opérateurs privés. Et c'est aussi ça qui manque. C'est une affaire d'opérateurs privés. Il ne faut pas attendre que systématiquement l'État soit l'autorité qui autorise ou qui rend les choses possibles. Il faut aussi que les opérateurs privés prennent le risque, en tout cas lorsqu'ils en ont la possibilité. Et la petite note positive, je dirais, de ce point de vue, c'est que il me semble que c'est ce qu'on peut observer en Guadeloupe en particulier. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on a un peu dépassé le temps qu'on avait prévu, mais tant mieux, c'est que ce qu'on a pu vous dire a intéressé. Alors, je me tourne vers les journalistes qui sont présents dans la salle ou peut-être à distance. On compte sur vous pour relayer ces éléments d'analyse d'information. On est à votre disposition pour continuer de les approfondir, clarifier, éclairer. La documentation qu'on vous a remise, on va légèrement l'amender, enfin, moins sur les diapos pour compléter un ou deux aspects, pour que vous ayez vraiment quelque chose de complet. On vous remercie une nouvelle fois pour votre présence, votre participation. Et mes remerciements vont aussi aux personnes qui étaient à distance, à Mme Florimond qui a participé à la discussion et en vous disant à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.